D'habitude, pour faire un épisode de Y'a j'ai 2 semaines. Alors cette fois, ça n'a pas pris 2 semaines, mais 6 mois. 6 mois durant lesquels tout le monde se demandait où j'étais passée. La vérité, c'est que durant ces 6 mois, je préparais ce qui allait être l'un des contenus les plus importants de Y'a. Dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui s'est passé durant ces 6 mois. Comment j'ai voulu passer de reporter chez Tataki à manageuse OnlyFans millionnaire. Enfin, ça, c'est ce qu'on m'a fait croire. Et je te raconte tout depuis le début. À la base, OnlyFans, c'est simple. Des créateurs, des abonnés qui payent, et c'est un secret pour personne, c'est souvent pour du contenu sexy. Mais très vite, derrière ce succès, un autre business est en train d'exploser. Celui de manager OnlyFans. Alors avant de me lancer dans cette longue enquête, je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler jusqu'au jour où je reçois ce message. De ce profil. Alors bien sûr que j'ai répondu, et on y reviendra dans cette vidéo, bien sûr que j'ai creusé, et bien sûr que je me suis rendu compte que c'était pas juste un mec, mais qu'ils étaient des centaines, des milliers à dire qu'ils gagnaient énormément d'argent juste en gérant des modèles sur OnlyFans. Sauf qu'un détail clochait. Comment ces gars se sont rendus indispensables dans un endroit où ils auraient jamais dû être? Et surtout, qu'est-ce qui attire autant de jeunes dans un business aussi flou? La meilleure façon de comprendre, c'était d'entrer dans leur monde, voir comment ils se présentent, comment ils bossent, et surtout ce qu'ils vendent et comment ils le vendent. Bref, pour comprendre, fallait que je fasse comme eux, que je devienne moi aussi manageuse OnlyFans. Et j'étais très loin d'imaginer tout ce qui m'attendait. Leçon numéro 1, fais croire que t'as déjà réussi. Bon, avant même de gérer des créatrices, des filles sur OnlyFans, fallait que j'achète ma place dans ce game. Et cette place, elle commence souvent par une formation qui est donnée et vendue par un de ces mecs. Comment j'ai atteint 1 M par mois dans le business que tout le monde aime, qui fait pas du tout polémique, qui fait pas du tout parler, l'OFM. Le business du diable, attention. En gros, le genre de type qui t'explique comment devenir riche comme lui. Comment atteindre 50 000 € par mois avec sa modèle OnlyFans. Et franchement, leurs formations pour devenir manager OnlyFans, non seulement elles sont pas données, mais en plus, elles jouent toutes sur ce qu'on appelle le biais de rareté. C'est un des plus vieux trucs du marketing, te faire croire qu'il reste que quelques places et que c'est ultra sélectif. Et en vrai, ça marche. Les gens comme vous et moi payons pour ça. Parce qu'au fond, tout ce business joue sur un truc très basique. La réussite. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais à quoi je ressemble. Je voyage relativement beaucoup, j'ai acheté plusieurs supercars très jeunes, là j'ai encore 21 ans, j'en ai 3. Et j'ai compris que la réussite dans ce milieu se résumait toujours à la même chose, l'argent. Habituellement, j'ai un choix difficile à faire qui est quel Lamborghini je conduis. La réussite dans leur monde, elle est visuelle, c'est ce que tu montres. Et du coup, je comprenais mieux pourquoi sur les réseaux, la majorité de ces profils de managers se ressemblaient tous. Et ce que j'ai surtout compris dans ma première leçon, c'est qu'avant d'avoir un business, il faut jouer au businessman. Enfin, businesswoman dans mon cas. Et comment j'étais censée faire ça? Eh ben comme ça. Si tu peux pas maintenir un style de vie luxueux régulier, tu peux utiliser les stories d'autres personnes. Donc des posts à vous et des stories à la une qui sont pas à vous. Donc ces stories à la une là, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous montrer comment les trouver. Je suis parti d'un compte que je connais. Si je regarde ces stories à la une, mais ce genre de story c'est cool. Ce genre de story aussi c'est sympa, vous pouvez l'ajouter. Dites-vous juste que j'ai payé des centaines de francs pour qu'on m'apprenne à mentir sur ma vie, à voler du contenu d'autres personnes et à faire du storytelling avec pour un business que j'ai pas du tout. J'en profite pour vous dire que si vous avez un Instagram qui est vraiment nul, mais que vous voulez améliorer votre profil, je vous offre gratuitement un pack de plus de 150 photos et vidéos. Comme ça, vous pouvez montrer que vous êtes un mec qui pèse et recruter plus de modèles. Ça, il me semble que c'est dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Pareil, juste, en fait, je suis rentré juste pour faire des photos. J'ai rien acheté ou quoi dans ce truc. Ce qui était fascinant à ce moment-là, c'est que tout ce système semble reposer sur une inversion totale du réel. Tu gagnes pas de l'argent parce que t'as des modèles, en tout cas pas au début, mais tu gagnes des modèles parce que tu leur fais croire que t'as de l'argent. Maintenant, la fille avec qui vous parlez, est-ce que vous pensez qu'elle a été voir tout ça? C'est impossible. Vous pouvez littéralement avoir des leads, des meufs qui signent avec vous parce que elles aiment bien votre compte, parce qu'elles vous trouvent beau. Je vous avoue qu'à ce stade, plus je regardais ces profils, qui étaient majoritairement des hommes, plus je me posais quand même cette question. Est-ce que ces gars vendent vraiment un service
Ou tout ça c'est juste du fake? Pour le savoir, il fallait que je leur parle. Sauf que je me suis rendu compte que ce milieu, il est ultra fermé. Même si ces gars, ils s'affichent sur les réseaux, ils parlent rarement. Et encore moins quand tu bosses pour un média. Parisa m'a contacté pour m'interviewer lors d'un documentaire sur les agences OnlyFans. Et évidemment, j'ai refusé l'interview parce qu'on les connaît, les petits malins de journalistes. Donc bon, est-ce que j'avais envie de passer sur le grill et de me faire fumer en direct devant toute la France? Bien sûr, j'ai refusé. Et puis je me suis dit que pour obtenir des réponses, il fallait peut-être que je regarde ailleurs, que je me tourne vers d'autres profils de managers. Habituellement, j'ai un choix difficile à faire qui est quel Lamborghini je conduis. Il fait de l'OFM, il est manager, il gagne de l'argent, il s'achète des voitures, il a raison. Avant de commencer, comment est-ce qu'on te présente? Anastasia, manager OnlyFans? Ouais, c'est bien. La première fois que t'as entendu parler de ce business, c'était quoi ta première réaction? En vrai, trop bien. Vraiment. Il y a que des garçons qui en parlent, il n'y a pas de filles. Je voyais tout de suite en fait le potentiel qu'il y avait là-dedans et je me suis dit en vrai, je sais que c'est ce que je dois faire. Est-ce que le métier de manager OnlyFans, c'est un vrai business ou c'est du fake? C'est du business, mais il y a toujours, et encore une fois, comme de partout, des personnes qui fake. Et j'en connais des managers qui font croire qu'ils font tant de cas par mois alors que c'est des faux screens, c'est des faux dashboards. Donc oui, j'en connais, ça existe. Après, ça marche. Grâce à ça, ils ont des créatrices. Grâce à ça, ils arrivent à vendre des formations, etc. Donc en soi, leur stratégie marche. Pour moi, c'est du marketing malin. Tout est réfléchi. Tu t'affiches avec une Lamborghini, que ce soit la tienne ou que tu l'aies louée, dans tous les cas, t'as mis de l'argent. Mais toi, tu fais pas ça. Ah non, moi pas du tout. Moi vraiment, encore une fois, moi c'est ultra transparent. C'est pas la stratégie que j'emploie de me montrer sur des yachts, des trucs de fou tous les jours. Alors que je possède pas un yacht, tu vois. Moi, ce que je montre sur mes réseaux, c'est ce que j'ai, c'est ce que je fais réellement. J'ai pas besoin de faker pour avoir la confiance des personnes qui me regardent. En toute honnêteté, Ouais. entre gérer des modèles et vendre des formations, Ouais. lequel rapporte le plus? Je sais qu'il y en a énormément qui vendent plus en vendant des formations que via leur propre modèle. Et justement, on en rigole avec pas mal de managers parce qu'en vrai, ça nous fait rire. Ça, c'est quelque chose que vous savez entre vous Oui, entre nous, on sait très bien, on sait qui est qui. En vrai, c'est trop drôle. Tu peux pas me dire de nom? Non, non. Bon, au stade 1 de ma formation, je comprends qu'il y a deux catégories de managers. Ceux qui font croire qu'ils gèrent des modèles alors que le seul truc qu'ils gèrent, c'est vendre leur formation. Et puis, il y a ceux qui font vraiment de l'argent dans ce business. Anastasia me l'a confirmé. Je connais des personnes qui, font plus d'1 million par an, largement. Donc, c'est faisable. Et j'ai compris que ceux qui faisaient de l'argent dans ce business pour de vrai, ils ont juste flairé une chose. Leçon numéro 2, qui a mon argent? La première chose que tu devrais faire lorsque tu te lances dans un business, c'est te poser la question « Qui a mon argent ?» Et dans l'OFM, figure-toi que celui qui a ton argent, c'est le fan. En fait, pour comprendre comment je pouvais gagner de l'argent en tant que manageuse, il fallait d'abord que je comprenne comment des sites comme OnlyFans en gagnent. Parce que le vrai business de ces plateformes, c'est pas forcément la nudité ou l'érotisme, mais en fait, c'est la relation. Le lien direct entre une créatrice et son fan. En fait, tout dans le design de ces sites est fait pour entretenir cette idée que le fan va pouvoir créer un lien authentique avec sa créatrice préférée. Que ce soit dans la messagerie, qui ressemble à une vraie conversation privée en DM, la photo de profil, le voyant vert quand la créatrice est en ligne, les 3 petits points quand elle lui écrit. Bref, tout donne l'impression qu'elle est là et qu'elle parle directement à son fan. En fait, ce genre de plateforme comme OnlyFans entretiennent ce qu'on appelle le lien parasocial. C'est le sentiment d'être proche de quelqu'un que tu vois à travers un écran, mais que tu connais pas vraiment. En vrai, ce genre de mécanisme existe déjà sur les réseaux. Sur YouTube, Twitch, ou même TikTok, à chaque fois qu'un créateur te parle directement et que tu as l'impression d'avoir une vraie interaction. Et quelque part, quand je te raconte à toi directement cette enquête, je nourris en quelque sorte le lien parasocial entre toi et moi. Sauf que sur des plateformes comme OnlyFans, cette proximité, c'est ce qui est vendu. Ce lien, il est monétisé. Et si l'abonnement, c'est juste la porte d'entrée, en réalité, c'est dans les DM que tout se joue. Parce que c'est là que la créatrice crée du lien exclusif avec son fan, mais aussi là qu'elle va lui vendre directement des photos, des vidéos ou des messages personnalisés. Et du coup, c'est là aussi
que le fan va vouloir dépenser plus d'argent pour avoir ce contenu exclusif. Et les managers dans tout ça, ils ont très vite compris que l'argent se faisait dans les DM. Mais en plus, ils ont réussi à s'immiscer là où normalement personne n'est censé entrer. Ils ont réussi à s'immiscer dans la relation, le lien direct entre la créatrice et son fan. Et c'est en suivant mes formations que j'ai compris comment ils ont réussi à faire ça. Aujourd'hui, on va parler d'une tâche que 99% des débutants font mal. Déléguer les messages de votre compte OnlyFans, avoir des chatters, c'est la chose la plus importante sur ce business. Le chatting, c'est tout simplement le fait de parler avec un fan, que ce soit sur sa plateforme privée ou sur Insta, pour le convertir, pour qu'après, il paye. Ça va être de vendre un maximum de médias privés le plus cher possible à un maximum de tes clients OnlyFans. Ça va vous permettre de vous libérer énormément de temps, ça va vous permettre de vous réveiller, d'avoir déjà fait des milliers d'euros sans rien faire. Là, j'aimerais parler du lien avec les fans. Tes créatrices, tes modèles, elles écrivent elles-mêmes à leurs abonnés? Non. Justement, c'est quelque chose qui joue un rôle énorme dans leur choix justement d'être en agence. Quand elles sont seules, elles doivent gérer ce qu'on appelle le chatting, donc la réponse aux messages avec les abonnés, et elles veulent pas. Parce que forcément, on tombe sur des abonnés normaux, comme des fois on peut avoir des personnes un peu étranges. Bon, je vais être honnête, avant mes formations, je pensais que sur OnlyFans, une modèle parlait à son fan. Point. Mais là, je découvre l'existence des chatters et je vous avoue que ça m'a fait quand même un petit peu bizarre. Dans mes formations, on m'explique que le chatter peut avoir deux identités différentes. D'un côté, le chatter, c'est le manager, c'est-à-dire que le manager va gérer ses modèles mais aussi faire du chatting, c'est le cas d'Anastasia. Et puis il y a les autres, ceux que les managers dans mes formations me disent d'aller recruter ailleurs. Et très vite, on m'explique pourquoi. On a 3 types de profils qu'on peut viser, les Français, les Africains et ensuite les Malgaches. Au niveau de ces types de profils, lesquels choisir, moi je vous conseille les Africains et les Malgaches. Pourquoi ? Parce que on pourra du coup les payer légèrement moins cher. Il est également essentiel de vérifier leurs compétences linguistiques, car même quelques erreurs basiques pourraient amener les abonnés à se rendre compte qu'ils ne parlent pas réellement avec la modèle. C'est la dernière chose que vous voulez, parce que ça peut vous ruiner des fans. Pour les recruter, on m'a donné aussi plein de conseils. Groupe Telegram, LinkedIn, alors LinkedIn je m'attendais pas, ou même de faire des publicités ciblées. Maintenant, étape par étape, je vais vous montrer comment faire une bonne campagne de recrutement. Pour ça, c'est super simple. Vous faites un petit coup de ChatGPT. Regardez, moi, j'ai tapé « Génère-moi un chatter à Madagascar dans la jungle ». J'ai mis ensuite une petite phrase avec l'éditeur de photos Instagram. Et ensuite, quand on passe au ciblage, vous avez juste à choisir des zones géographiques qui sont les pays d'Afrique francophone, c'est-à-dire le Bénin, le Cameroun, Madagascar, etc., etc. Franchement, je vais être honnête. Dans les modules, quand j'entendais certains managers parler de ces chatters étrangers, ça m'a dérangée. Parce que, en fait, tu sens qu'ils les voient pas comme des humains, mais comme une ressource facilement exploitable et très facilement remplaçable. Vous verrez souvent des personnes qui n'ont pas un anglais parfait, par exemple, ou qui n'ont pas vraiment d'expérience avec OnlyFans et qui diront « j'apprends vite ». Je vous conseille de ne pas travailler avec ces personnes-là, on n'a pas le temps pour ça, on veut des personnes déjà compétentes dès le début. Parce que imaginez vous faire chier pour apporter du trafic si derrière ça convertit pas. C'est la dernière chose que vous voulez. Il faut un mec qui exécute vite, une personne qui veut apprendre et qui a faim d'argent. Ça, en gros, c'est les 3 caractéristiques les plus importantes. Par contre, quand ça marche pas, ça dégage. J'ai réussi à échanger avec quelques chatters étrangers de manière totalement anonyme et ils m'ont tous décrit à peu près la même chose. Des journées de taf de 10 à 12 heures, payées entre 2 à 3 $ de l'heure, et qu'ils étaient plusieurs à se relayer selon des shifts derrière le même pseudo pour maintenir cette illusion que la créatrice, la modèle, était connectée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est là que je réalise que ce lien que les abonnés croient avoir et qu'ils payent pour avoir, dans ce système, c'est un lien qui est délocalisé, sous-payé et organisé comme une chaîne industrielle de sexting. Et là, je me dis, ok, comment tu fais pour que des chatters situés à des endroits complètement différents de la planète répondent exactement comme si c'était la même créatrice derrière son écran ? Dans cette vidéo, je te montre pourquoi un script, c'est ce qui transforme un simple curieux en client à 300 € en 3 heures. Ça va être une suite de messages, une discussion, en gros, un peu scriptée, qui va permettre à vos chatters ou à vous-même de pouvoir vendre tout en ayant déjà du contenu préparé à l'avance. Tu prends du contenu préenregistré et tu l'enchaînes dans un ordre logique pour donner au mec l'impression que tout est pour lui en direct. Et à chaque étape, il paie pour avancer dans l'histoire. Les scripts. C'est littéralement des pages et des pages de messages tout prêts. Genre t'as des phrases pour lancer un truc un peu sexy ou pour relancer un fan qui répond pas. Et surtout, t'as aussi des phrases pour l'amener petit à petit à acheter du contenu.
Et quand je tombe là-dessus, je me dis direct, ok, c'est pas une discussion normale, ils improvisent absolument pas, ces chatteurs. En fait, ce truc-là, c'est un tunnel de vente. Et on m'explique que le fan, dans cette logique, c'est pas un lien qu'il faut entretenir, c'est un lien qu'il faut exploiter. C'est un porte-monnaie. Une fois que les abonnés ils payent 2, 3, voire 10 $ par mois, c'est juste le début. Et derrière, tu dois établir une stratégie pour essayer de les faire consommer le plus possible. Chaque média, chaque message, chaque audio a une fonction précise. Faire monter l'attention, augmenter l'envie et rendre le mec tellement accro qu'il ne s'arrête plus de payer. Cerveau désactivé, bit connecté directement avec la carte bleue, il a déjà payé pour voir le début, il doit voir la suite. Et il faut savoir qu'il n'y a rien de plus simple à vendre quelque chose à un mec en chien. Je vais entretenir la relation avec lui jusqu'à ce qu'il me donne son argent et qu'il me le donne constamment, continuellement, tous les mois. Je veux qu'il me donne de l'argent. Il faut que tu penses argent, il faut que tu ailles chercher l'argent. Et pour aller chercher l'argent, il faut le faire intelligemment. La première fois que tu as entendu le mot manager OnlyFans, Je me suis dit, les hommes sont de retour pour nous jouer de mauvais tours. Manon, c'est une modèle indépendante sur Mime et OnlyFans. Je fais tout toute seule. Oui, je gère du coup la mise en ligne, mes réseaux sociaux. Je gère la partie message sur Mime. Et en ce qui concerne les managers OnlyFans, elle a un avis bien tranché. Ça va pas. En fait, je pense que c'est juste des personnes qui sont avides d'argent, qui sont aveuglées par l'argent et qui ne voient tellement que par ça qu'en fait, ils en oublient qu'il y a des gens derrière, autant que ce soit pour les modèles que pour les fans. C'est que question d'utilisation. Tu rencontres ce genre de personnes, tu sais que tu vas être sa target pour que moi, je lui ramène de l'argent, en fait. Il n'y a rien d'humain, c'est que argent, argent, argent. Et je pense que c'est une erreur de les prendre pour des vaches à lait. Que cette petite entourloupe là, elle va finir par se casser la gueule. J'aimerais te montrer une prochaine chose. Alors, une petite lecture du soir. Message modèle. Hello mon beau gosse préféré, comment il va aujourd'hui? Tu as passé une bonne journée? Réponse client. Comment elle va la plus belle? Ouais, ça va, je suis en off aujourd'hui. Et toi, comment ça s'est passé ta journée? Alors, mis à part les fautes d'orthographe où moi je tolère pas, mais en soi, oui, c'est du chatting, quoi. En fait, c'est des scripts parce que justement, quand par exemple tu prends un chatter, si le chatter n'a pas d'expérience, tu peux lui envoyer ça, des exemples de conversation. Et en fait, beaucoup d'agences veulent pas se casser la tête à former des chatters. La réponse du client. Tu m'excites déjà tellement en peignoir. Photo de son aubergine. Le profil du client, c'est Jonas, 34 ans, travaille en finance, célibataire, gros pouvoir d'achat, a dépensé 1 300 $ en 2 mois. Très bon dépenseur. Regarde mes tétons comme ils sont durs. Première vidéo teasing débloquée. Montre-moi à quel point cette vidéo, elle t'a excitée. J'ai envie de voir ta belle aubergine. Je vais t'envoyer la vidéo de ma toute mouillée. J'en perds mes feuilles. Non mais c'est ce genre de sexting que j'ai même pas avec mes plans cul ou mes copains. C'est tellement... En fait, on dirait deux hommes qui se parlent au final. Tu vois, le script que je t'ai montré, donc c'est un script qui a été mis de base. Est-ce que toi, c'est quelque chose que toi, tu utilises ou pas du tout? Les scripts, non. Je pars du principe où déjà chaque abonné est différent. On va pas chatter pareil sur un abonné qui est étudiant, qui a pas beaucoup d'argent, comme un abonné qui a plein d'entreprises, qui gagne beaucoup. Le but, oui, c'est de vendre du contenu, le contenu de la modèle, mais c'est de créer une relation justement pour que l'abonné se sente compris, soit là. Enfin, ça, c'est le chatting en fait. À ce stade, quand on y réfléchit un petit peu, tout ça pose deux grandes questions. La première, est-ce qu'utiliser des chatteurs, c'est de la tromperie? Objectivement, si, ça on peut tromper la personne. Ça, j'en suis consciente. Mais pareil, ça fait partie de ce business, ça fait partie de la psychologie du chatting, mais après, ça reste des stratégies de vente. Donc par exemple, c'est comme un boulanger. Son but, c'est de faire du pain, son but, c'est de le vendre. Sinon, il n'y a aucun intérêt de le faire. C'est le même principe, en fait. La finalité reste de vendre quelque chose. Or, là, sur les plateformes privées, c'est du contenu. Donc forcément qu'il y a des stratégies en vente qui se mettent en place. Des stratégies dans le chatting, du coup, parce que c'est là où se crée l'argent. Si demain, t'apprends qu'un de tes abonnés a dépensé de la thune en pensant te parler, alors qu'en vrai, c'était un chatter, tu réagis comment? Déjà, je me mets à sa place, trahison, et je me sentirais trahie de lui avoir fait ça.
Donc toi, tu dirais que quand, par exemple, c'est pas toi, C'est pas honnête. ou il faudrait l'annoncer. Honnêtement, oui. C'est pas caché, personne ne le cache. Bah d'ailleurs, j'en parle, si là il y a un abonné qui tombe, qui est abonné à une créatrice de contenu, bah il saura qu'il y a des chatteurs. Mais c'est justement ça qui est fou, c'est qu'on pense vraiment qu'on trompe l'abonné, alors que l'abonné ne se pose même pas la question. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que la question reste encore sans réponse concrète. Et en cherchant un peu, moi j'ai rien trouvé, que ce soit en Suisse ou en Europe, où ce genre de plainte pour tromperie aurait été déposée. Par contre, aux États-Unis, oui. Je suis tombée sur un recours collectif qui date du 29 juillet 2024. Alors je vous épargne la lecture des centaines de pages en anglais, mais en gros, plusieurs abonnés disent qu'ils ont été trompés, qu'ils pensaient parler à la créatrice alors que c'était pas elle, qu'ils ont confié des choses très perso, envoyé des choses très perso et dépensé beaucoup d'argent à cause de cette illusion. J'ai quand même été guigner les conditions générales d'OnlyFans et il y a bien une petite ligne qui dit que le fan reconnaît que des tiers peuvent assister le ou la créatrice dans la gestion de son compte et de ses interactions. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous parle de cette histoire, c'est que cette mention a été ajoutée bien après le dépôt de plainte. Et il suffit juste de regarder Internet Archive pour voir que cette petite mention n'était pas présente, par exemple, le 21 juillet 2024. Bref, pour l'instant, cette affaire n'a pas été jugée, ça le sera en 2027, et peut-être que ça créera un précédent, je ne sais pas. La deuxième grande question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que tout ça, c'est vraiment sans risque? Parce que le lien, là, il est créé par quelqu'un d'autre que la modèle. La psychologie d'un client, lorsqu'il vient sur OnlyFans, c'est juste pour avoir de l'attention, pour discuter avec une femme. Et s'il y a plus, eh ben il y a plus. Il est important qu'un fan puisse voir un avenir avec vous. Même si c'est pas vrai, je pense que vous avez compris, hein, c'est faux. Vous pouvez jouer avec ça, avec une phrase du genre « on irait bien ensemble », non. Faut ce côté de réciprocité où ils se disent « elle me veut » en fait. Alors qu'en vrai, nous on a juste gagné 1000 $, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Le mec il est là, il va se donner énormément, il va mettre énormément d'énergie. Et plus le mec met de l'énergie dans ta conversation, plus il renforce son comportement d'addiction à ta modèle, et plus il va payer sur le long terme. Non mais déjà, créer un lien où tu sens que l'abonné commence à s'attacher et développer des sentiments, je trouve ça grave. Parce que vraiment, c'est de la manipulation psychologique. Tu lui fais croire que tu entretiens une relation avec cette personne et tu sais pas comment la personne, si elle apprend que c'est quelqu'un d'autre, peut réagir dans la vraie vie. Il y a un truc qui est souvent dit par les managers OnlyFans, c'est oui, c'est moi qui prends tous les risques. Alors que, enfin non, c'est l'image de la modèle que tu as entre tes mains. L'abonné n'ira pas s'en prendre au chatter ou au mec de l'agence. Il ira s'en prendre à la modèle en la suivant dans la rue et peut-être en l'agressant en se disant « tu t'es foutu de ma gueule ». Donc c'est très très grave parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils utilisent l'image de quelqu'un et que ça peut avoir des répercussions dans la vraie vie en fait. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est que dans les formations que j'ai suivies, on parle jamais de ça. Alors on t'explique comment créer de l'attachement, duper le fan, mais pas ce que ça peut créer de l'autre côté de l'écran. Et ça me fait repenser à ce que je vous disais sur le lien parasocial. Cette sensation de connaître quelqu'un qu'on voit à travers l'écran mais qu'on connaît pas vraiment. En soi, c'est pas quelque chose de forcément dangereux, mais ça peut l'être si ça dérape. Quand le fan oublie que la relation va dans un seul sens, ou alors qu'il pense réellement avoir une chance avec la modèle parce qu'on lui a fait croire. Plus le mec met de l'énergie dans ta conversation, plus il renforce son comportement d'addiction à ta modèle, et plus il va payer sur le long terme. Je pense un peu différemment parce que, encore une fois, j'entretiens beaucoup le côté humain. Oui, ok, c'est eux, encore une fois, qui ont l'argent et c'est grâce à eux que tout le monde fait de l'argent dans cette collaboration. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un respect à avoir. Ce sont des humains, tu parles avec eux, ils ont des sentiments. Ce sont de vraies personnes derrière. À ce stade de la formation, je commence à douter. Alors j'ai quand même compris comment ça marche, l'argent, le lien, ce qu'il y a derrière le lien. Mais il manque encore quelque chose. La personne sans qui rien ne peut exister. Leçon numéro 3, trouve ta modèle. Je vois trop de gens qui perdent des semaines à essayer d'avoir l'agence parfaite. Alors que ce qui compte, c'est contacter des modèles et commencer à signer des contrats. Bah justement, la deuxième étape, ça va être de trouver des modèles. La plus grosse préoccupation quand tu veux lancer ton agence OFM, c'est de trouver ta première modèle. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais ça ne l'est pas du tout. Je vais vous expliquer diverses stratégies efficaces pour le recrutement. Je vais te donner les 3 méthodes les plus efficaces pour recruter ta première modèle OnlyFans. Dans les formations, on me parle de 3 stratégies. 3 méthodes apparemment infaillibles pour trouver des modèles et les manager. Méthode numéro 1, le démarchage direct. La stratégie ici, c'est d'aller chercher des modèles directement sur les réseaux. Dans les formations, on ne dit pas juste d'écrire à des filles. Non. On me donne aussi des conseils précis
sur la façon de les DM. Pour ce qui est du message, tu vas envoyer le premier message à toutes les filles en disant « J'ai une proposition à te faire ». Ou alors « Hello meuf, t'es trop belle, j'ai une question à te poser ». Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu peux vraiment faire du copier-coller et t'as pas à te faire chier à remettre le nom de la meuf à chaque fois, etc. Après avoir abordé quelques points sensibles comme le manque de temps, dites-lui que vous n'engagez pas les modèles à moins qu'elle ait le potentiel de gagner au minimum 50K par mois. Est-ce que toi, t'as déjà été démarché par des managers ? Alors oui, il y a des périodes où je pense où il y a des promotions sur les formations et du coup, il y a tout le monde qui se lance en tant que pseudo-manager. Et quand tu vas sur les profils, c'est toujours la même chose, Dubaï, ça montre un train de vie luxueux, ordinateur, plage, liasses de billets, des photos d'hommes de dos avec leurs dégradés, le cliché pur et dur, quoi. Il y en a qui font les copier-coller de leur formation, c'est-à-dire qu'ils ont une agence, etc., qu'ils recherchent des modèles, qu'ils créent en fait une limite. Genre, là je suis à la recherche, mais que de 3 modèles, je veux bien gérer les trucs et tout, alors que s'ils ont l'occasion d'en avoir 15, ils en prennent 15 en fait. Et après, il y a ceux qui viennent dégrader ton travail. Ah, j'ai vu ton OnlyFans et ton mime, il est éclaté, franchement, alors que t'as un bon potentiel, laisse-moi te gérer, tu vas voir les chiffres qu'on va faire. Déjà, t'es qui pour parler de mon travail comme ça ? Ça fait 5 ans, je suis sur les plateformes. Ça fait 5 ans, je gère ma marque. Je la gère très très bien. Donc, viens pas me dire que mon boulot est éclataxe alors que ça fait 1 semaine que t'es rentrée dans ce business-là. Ça, c'est une créatrice de contenu qui a reçu ça comme message. Exactement. Juste à partir du moment où on est une femme et qu'on est à peu près sur les réseaux, toute fille reçoit des DM de je suis manager ou hey, j'ai un projet pour toi ou vraiment le truc de base. Donc, oui, ça m'étonne pas. Comment une modèle, elle arrive à toi ? Déjà, c'est pas moi qui vais à l'avant pour demander aux créatrices de contenu est-ce que tu souhaites collaborer avec moi ? Tu démarches jamais ? Non, parce que je préfère que ce soit la créatrice qui vienne à moi. Je leur pose tout le temps la question, et c'est primordial, quelles sont tes motivations ? Parce que si, pour moi, la motivation, c'est uniquement de l'argent, ça m'intéresse pas. Parce qu'elle sera prête à tout faire, quitte à enlever son éthique pour gagner de l'argent et ça va pas avec moi, ma vision. Mais il faut toujours que ce soit j'aime être sur les réseaux, j'aime me montrer, j'aime faire des photos, j'aime faire des vidéos, etc. Je veux faire ça. Ça, c'est vraiment primordial pour moi. Et pareil, si elle me dit oui, je viens d'avoir 18 ans, je lui demande quand même de réfléchir un long moment si son profil est intéressant. Je trouve ça un peu, des fois, après c'est moi mon avis, en soi, elle a 18 ans, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, elle est majeure. Mais voilà, ça m'est pas encore arrivé. Je vous ai promis que j'allais revenir sur le DM que j'ai reçu et dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Et en entendant Manon et Anastasia, j'avais envie de tester. En fait, j'avais envie de voir jusqu'où certains managers étaient prêts à aller pour recruter une fille. Alors je lui ai répondu, j'ai essayé de savoir ce qu'il voulait, comment il se présentait, etc. Et à un moment donné, je lui ai dit que j'avais 16 ans et que j'étais pas intéressée. Et il a continué. Je rappelle qu'on parle quand même d'un adulte qui insiste auprès d'une mineure pour l'amener vers des plateformes sexuelles. Combien d'infractions pénales vous pensez qu'il est en train de commettre juste en m'écrivant ce message ? Après, dans les formations, on me donne aussi une autre option. Si trouver une fille via les réseaux sociaux ne marche pas, ne pas hésiter à prospecter auprès de mes copines. Si tu connais des filles avec qui tu as été à l'école, des personnes de ton entourage, c'est le meilleur. Ou même elles ont un Insta où elles posent déjà pas mal de photos et tu sais que ça pourrait les intéresser. Sois pas effrayé si voilà, tu as des rejets, les meufs elles te comprennent pas vraiment, c'est pas grave. C'est vraiment que tu es un peu en avance sur le marché et tant mieux en vrai. Et là, je vous avoue que ça m'emballe pas du tout. Mais vraiment pas du tout. On parle quand même de se montrer nu. Et en tant que manager, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'aurai accès aux photos, aux vidéos de ma pote nue, en train de se masturber, pour les vendre sur une plateforme. Mais je rappelle que ces formations sont aussi suivies par des mineurs de 16-17 ans. Méthode numéro 2, le beach bottom. Alors je connaissais pas le terme, c'est Manon qui m'a expliqué, et littéralement ça veut dire ça. Le beach bottom, c'est en fait les agents qui prennent le contrôle du coup de l'Instagram d'une fille qu'ils ont déjà dans leur agence et ils vont envoyer un message à une autre fille. Donc de femme à femme, généralement les choses passent mieux. L'idée derrière, elle est simple. Une fille parle à une autre fille, donc pas un manager, pas une agence, et du coup la stratégie, c'est que la confiance se crée plus vite.
Faut comprendre que vous allez tomber sur des filles qui préfèrent faire 5 fois moins d'argent plutôt que de travailler pour un homme. Donc en vous faisant passer pour une fille, vous verrez directement que le courant passe beaucoup mieux, c'est game changer pour moi. Parce que si c'est toi qui la DM, c'est pas pareil que si c'est une petite étudiante, etc., qui fait ça à côté de son travail, qui peut même faire ça en anonyme, ça rassure de ouf. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut déjà avoir une modèle. Et si t'en as pas, eh bien, dans les formations, on me dit que je peux en inventer une. Trouver une fille entre 10 et 50 000 abonnés sur Instagram ayant les fans en bio, vous regardez les commentaires, ses abonnements, etc. Vous trouvez des modèles qui sont un peu moins populaires et vous pouvez prendre leur compte à partir de là. Utilisez la même bio ainsi que le lien et postez entre 12 et 15 photos et des réels progressivement. Je sais pas si vous avez compris, mais là le conseil c'est de créer un faux profil et pour le rendre crédible, c'est d'usurper l'identité d'une fille, lui voler son contenu, lui voler sa vibe et prospecter avec ce compte comme si j'étais elle, dans le but de manipuler et de gagner la confiance de d'autres filles. Combien d'infractions pénales vous pensez qu'on va commettre à nouveau ici? Je suis pas du tout pour. Oui, trouver une fille entre 10 et 50 K, comme il dit sur Insta, ayant déjà un OF, mais aller lui envoyer un message pour la recruter, collaborer avec elle, ok. Dans le sens usurper son identité, non, pas du tout. Enfin, elle est pas au courant, c'est son image, c'est complètement illégal. Non, vraiment, je suis pas du tout d'accord avec ça. Bon, je pensais sincèrement être arrivée au bout de mes surprises en termes de méthode. Et puis dans mes formations, on me parle de la 3e stratégie pour démarcher. La dernière, les marketplaces. Quand on me parle de marketplace, je m'attends à des plateformes qui me mettent directement en relation avec des modèles. Et en vrai, ce que je découvre, c'est tout autre chose. Je découvre des canaux Telegram, des groupes, avec parfois des centaines, voire des milliers de membres. Et surtout, des messages qui tombent en continu. Ces messages sont en fait des fiches de vente, rédigées pour des managers, pour des agences, par des intermédiaires. Et petit à petit, je comprends que ces fiches sont en réalité des profils, en fait des contrats de modèles qu'on peut racheter. Et en voyant tout ça, je vous avoue qu'il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment perturbée. La première, ce sont forcément les images. Des photos très sexualisées des filles mises tout au haut de la fiche. Et juste après, une sorte de catégorie. Et je comprends que le corps de ces filles devient en fait un critère de tri, de sélection, en fait un argument de vente quoi. La deuxième chose, c'est l'identité de ces filles, ou plutôt son absence. En fait, ce qui est mis en avant, c'est pas une personne, mais un numéro. Il n'y a jamais leur prénom, pas d'histoire, pas de contexte, on sait pas qui elles sont en fait. Le langage, il est strictement transactionnel. En fait, ces filles sont fragmentées en données et c'est d'ailleurs la 3e chose qui m'a marquée. Les infos qu'on a sur elles sont présentées comme des caractéristiques techniques, comme sur une fiche produit, sauf qu'ici on a leur âge, leur pays d'origine, et d'ailleurs ce sont souvent des filles qui proviennent d'Amérique latine, le type de téléphone qu'elle utilise pour se filmer, son niveau d'anglais, le type de contenu qu'elle fait, et même le prix avec une garantie, un remboursement possible. Garantie de quoi en fait? Et le prix peut varier selon le type de marketplace dans lequel je me trouve. Je suis typiquement tombée sur des marketplaces low cost où les contrats des filles sont vendus 3 fois moins cher. En fait, la structure et le vocabulaire qui sont utilisés sont exactement les mêmes que pour un produit ou un service qu'on va acheter en ligne, alors que je le rappelle, on parle d'une personne ici. Et en vrai, plus je regarde ces profils, plus je regarde ces filles, plus je réalise tout ce que je ne sais pas, tout ce que ces fiches ne me disent pas. Est-ce que ces filles sont vraiment majeures? Je vois un âge affiché, mais comment ça a été vérifié? Quand les images ont été prises? Je ne sais pas non plus d'où viennent exactement ces images, ces photos sexualisées. Est-ce qu'elles savent qu'elles sont sur ces marketplaces? Que leurs photos circulent sur ces canaux et de cette manière? Sur ces questions essentielles, il n'y a rien et on te dit rien dans les formations. Qu'est-ce que tu peux me dire des marketplaces au FM? Ouais, je la connais en plus cette marketplace. J'ai un fort doute sur le fait que les modèles soient au courant qu'elles sont sur les marketplaces et qu'elles sont vendues, enfin que leur contrat est vendu à d'autres. Et j'ai de forts doutes que ce soit bien légal. J'ai aussi vu qu'il y avait des marketplaces low cost sur Telegram. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu peux acheter, je vais te montrer. À bas prix? Ouais, très bas prix. Ça fait objet et c'est pas du tout l'image que j'aime montrer parce que c'est pas des objets. D'un point de vue objectif, c'est pas normal. Et j'en suis très consciente. Et justement, c'est pour ça que je recommande à personne d'aller sur des marketplaces. Et jamais je mettrai moi-même une créatrice de contenu dessus. Enfin, c'est étrange. Tu vends une personne? Non, je comprends pas.
Bon, selon moi, il faudrait un épisode entier dédié à ces marketplaces. Parce que ce qui se cache derrière, c'est un système tentaculaire. Et en creusant, je découvre aussi que beaucoup de photos utilisées dans les fiches des filles proviennent de d'autres plateformes, sites pornographiques, sexcam ou encore d'annonces d'escorting. Alors j'ai fini par retrouver la trace de certaines de ces filles, je leur ai donc écrit, et durant des semaines, aucune réponse. Jusqu'au jour où Sophia finit par me répondre. Et ce que Sophia va me raconter va confirmer certaines de mes inquiétudes. Salut ma belle, comment ça? Je me suis retirée il y a 2-3 mois d'OnlyFans, donc il devrait plus y avoir de fiches à mon sujet là-bas. Pourtant, hier, je suis encore tombée sur tes photos. Peut-être qu'il continue à travailler avec ça. C'est le risque qu'on prend en entrant dans ce monde, qu'il garde tes photos et tes vidéos et il continue à travailler avec. Et comment le middleman a vérifié ton âge? J'ai dit que j'avais 21 ans. Il n'a pas posé plus de questions. Il m'a juste demandé des photos sexy et des infos pour me mettre en vente. Alors avant de vous montrer la suite de ma discussion avec Sophia, ce qu'il faut comprendre de ces marketplaces, c'est que ce qui est vendu, ce sont des contrats de filles. Et ces fameux contrats, on m'en parle très souvent dans les formations. Alors on me dit pas vraiment comment les rédiger. On me dit souvent que ça a été écrit et relu par des avocats, et donc tout est prêt. J'ai plus qu'à télécharger, modifier 2-3 infos et faire signer la modèle. Alors j'ai pu récupérer certains de ces contrats, et au niveau juste de la forme, certains tiennent sur 3-4 pages, et d'autres tiennent sur une seule. Là, j'aimerais juste te montrer un exemple de contrat, justement. Donc ça me fait rire. Est-ce que vous l'avez imprimé dans la forme dans laquelle c'était présenté? Oui, c'était comme ça. Ok. C'est moche. Déjà, c'est fait avec ChatGPT. Ça se voit sur la mise en page. C'est censé être un contrat agent-modèle. C'est la plus grosse farce. En fait, c'est drôle en sachant qu'en plus, j'ai étudié 4 ans de droit, en droit des sociétés et droit des contrats en spécialité. Juste la forme, elle n'est pas légale. Un contrat qui fait 2 pages, écrit en, je pense en 15. C'est pas le genre de contrat que toi tu proposes. Ah non. Moi, mon contrat fait 13 pages. Il a été relu et refait par un avocat. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de résiliation, il n'y a pas de clause de non-divulgation. Mais un contrat comme ça, il faut fuir. Enfin, il n'y a rien. C'est de l'eau, ce contrat. Tu montes ça à un avocat et il trie au nez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de manager OnlyFans? Oui, tout à fait. Durant mes recherches, en fait, je suis tombée sur plusieurs types de contrats, dont un, honnêtement, je voulais vous le montrer. Oui, je suis curieux de les voir puisque moi-même j'en ai vu quelques-uns. Bah, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est une page. Ah oui, d'accord. Oui, bon. J'imagine que ça a été rédigé sur ChatGPT ou similaire parce que ça me paraît très léger, disons. Dans les formations, on me parle aussi de la manière dont l'argent est réparti entre le manager et la modèle. 50-50, 60 pour l'agence, 40 pour la modèle, parfois même 70% pour l'agence et 30 pour la modèle. Ah, j'ai envie de pleurer de rire. Répartition, modèle 30%, agence 70%. Ça devrait même pas exister. Non, mais ça existe vraiment 70? J'ai jamais vu ça. Moi, c'est toujours les mêmes pourcentages. Enfin, ça varie en fonction de la modèle. C'est-à-dire que si c'est une modèle que je fais partir de 0, le pourcentage sera 60-40. Et sinon, le contrat de base, c'est 50-50. Avec une créatrice de contenu, forcément, si elle est déjà lancée, j'ai pas tout le travail de lancer la créatrice de 0 qui est beaucoup plus long que juste, entre guillemets, scaler une modèle. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, quand tu dis 60-40, donc c'est 60 pour l'agence et puis 40 pour la modèle? C'est ça. Ok. Tu vois, 40% pour le modèle, 60% pour l'agence, mais jamais de la vie. C'est faisable. Du moins, si tu es correctement déclaré, moi je donne 50% à l'État. Il y a 50% qui me reviennent, mais si je donne 50-60% pour l'agence, je dois des sous à quelqu'un. Donc je suis la pute de qui? C'est la vraie question. Alors de manière générale, on comprend que ces contrats sont clairement en faveur du gestionnaire et amenuisent la position juridique de la créatrice de contenu.
Maintenant, il y a plusieurs clauses dans ces contrats qui soit ne sont pas valables ou qui posent des problèmes juridiques. Typiquement, la clause concernant la répartition des revenus générés sur la plateforme, qui dans certains contrats va jusqu'à 70% en faveur de l'agent, pourrait être ce qu'on appelle lésionnaire, c'est-à-dire contraire à l'article 21 du Code des obligations, si la prestation de l'agent, finalement, est ridicule par rapport à ce que fournit la créatrice de contenu et si cette créatrice n'a signé ce contrat parce qu'elle était dans une gêne financière, inexpérimentée ou par légèreté. Dans ce cas-là, cette clause s'expose à être annulée. Dans mon cas, quand je prends 50 ou 60%, c'est complètement légitime. Alors complètement. Le travail que je mets derrière est plus haut que le contenu réel que la modèle fait. Pas ce qu'elle vend, encore une fois, je mets une limite, mais c'est-à-dire qu'elle va faire du contenu et créer du contenu pendant 2-3 heures par jour. Moi, derrière sur son profil, je travaille 10 heures. Donc c'est complètement normal. Il y a une dernière chose qui m'interpelle avec ces contrats, c'est leur transfert. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le principe des marketplaces, c'est de trouver des modèles qui sont déjà sous contrat mais qu'on peut racheter à un certain prix. Mais je me demande quand même un truc. Est-ce qu'un contrat peut vraiment être transféré comme ça? Genre, c'est légal de faire ça en tant que manager ou futur manager? Pour le coup, j'ai aussi voulu montrer les marketplaces à Maître Wolf. Donc c'est des gens qui publient des profils à échanger, disons, à se transférer, c'est ça? Exactement. C'est assez détaillé. Alors, disons, je ne connaissais pas cette pratique, mais ce que je peux vous en dire, c'est qu'en tout cas, en droit suisse, on ne peut pas transférer un contrat à un tiers sans que les 3 personnes impliquées soient d'accord, donc y compris la créatrice de contenu. J'imagine bien qu'elle demanderait à avoir une partie de la transaction, logiquement. J'ai demandé à Sophia si elle avait touché une partie de la transaction, et voilà ce qu'elle m'a répondu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, quand je mets bout à bout toutes ces méthodes de démarchage, j'ai un peu de la peine à appeler ça de la prospection. On me dit de cacher qui je suis, parfois même d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre, et du coup ça crée une confiance mais qui n'est pas vraie. En fait, la relation se construit sur un mensonge structurel. Du coup, dans cet univers, dans ce milieu, c'est quoi être un bon manager? Leçon numéro 4, sois un bon manager. Soyons clairs, la plupart des filles sur OnlyFans ne font pas grand-chose de leur journée. C'est pas comme si on leur demandait de trouver un remède contre le cancer. Mais il faut pas non plus avoir des attentes trop élevées avec. Vous pensez vraiment qu'une fille qui choisit de montrer sa sur Internet faisait ses devoirs à l'école? Depuis le début de notre rencontre, Anastasia me parle beaucoup de collaboration, de consentement, d'accompagnement. Mais quand je compare avec ce qu'on m'enseigne dans les formations, il y a des phrases qui me font tiquer. Ne faites pas une conversation qui dure pendant des heures. Demandez le plus rapidement des photos. Le but, c'est de voir si la fille est un minimum jolie ou ça dégage. C'est un truc que je vous conseille de payer vous-même si vous pouvez le permettre, parce que certaines filles peuvent quitter votre agence pour une raison purement émotionnelle, comme avoir rencontré quelqu'un qui lui dit d'arrêter. Donc dans le cas où vous êtes celui qui s'occupe littéralement de son entreprise, ça rajoute encore une fois une raison supplémentaire pour elle d'être reconnaissante et d'être forcée de constater les efforts que vous mettez envers son succès. Et en plus de ça, ça vous rajoute un élément de contrôle entre guillemets sur la relation, parce que vous rajoutez énormément de friction à son départ et elle sera moins tentée de partir. Et là, ça me rappelle mes cours de psychosocial à la fac. Tous ces mécanismes que le professeur Starclay m'a appris en 2014. Professeur, si vous regardez, merci à vous. Mais que là, je vois appliquer en vrai. Ça rajoute encore une fois une raison supplémentaire pour elle d'être reconnaissante. Et en plus de ça, ça vous rajoute un élément de contrôle entre guillemets sur la relation. Vous rajoutez énormément de friction à son départ et elle sera moins tentée de partir. En fait, ce qu'on m'explique dans les formations, c'est pas comment aider, manager, collaborer avec une modèle. C'est comment faire en sorte qu'elle dépende de moi. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, ce lien professionnel il peut basculer dans l'abus? Déjà, ça, je pense que c'est si le manager de base est vicieux ou a vraiment en tête argent, 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 il sera prêt à tout faire. Et je dis ça parce que j'ai eu énormément, pareil, de créatrices de contenu au téléphone qui ont pu me dire des histoires où justement il y a eu des abus. Il y a des gens qui parlent d'exploitation de femmes, vous vous rendez compte? J'ai rendu des meufs millionnaires alors qu'elles avaient même pas 20 piges.
je serais sur le millionnaire par extension, tu vois, c'est pareil. Ça n'a aucun Waouh. sens. C'est vraiment des T'es mecs. incroyable, mec. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire sans toi, en fait? C'est waouh. Toi, tu t'es senti enrichi ou racketté à la fin? Je me suis plus sentie arnaquée qu'enrichie. Sincèrement. Je voyais ça comme un truc positif d'être manager OnlyFans, comme un truc où toutes les filles avaient un manager, où toutes les filles avaient des chatteurs parce que c'est trop dur à faire seul. Donc en fait, tu dois forcément avoir de l'aide et que tu peux pas le faire seul en fait. À la fin, je voyais ça tout en noir quoi. J'avais plus l'impression d'être une poule aux œufs d'or, une vache à lait qu'une partenaire de business. Le deal financier qu'il t'a proposé, c'était quoi exactement entre vous deux? Le deal financier, c'était 50-50, donc il touchait 50%, je touchais 50%, et moi, ça me semblait fair play. Enfin, j'étais un peu en mode, j'ai pas le choix que de lui faire confiance, sinon j'ai pas trop d'autres issues pour le moment dans ma vie. Comme j'ai fait un gros déni au début et que j'étais en galère d'argent très vite, je me suis dit, vas-y, il faut que j'arrête de tout le temps douter des gens. Ça se trouve, ça existe les gens bien. Et du coup, je lui ai fait confiance aveuglément. Au début, il m'a promis qu'il allait faire tout le travail sauf la création de contenu et que j'allais être totalement tranquille, que j'allais gagner beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose. Il me noyait dans des belles paroles en disant « nous, on fait tout, t'as rien à faire ». J'étais un peu embrigadée dans ce truc-là où du coup, je passais ma soirée, des heures à prendre les vidéos et à lui envoyer. Vraiment, c'était toujours tout de suite, beaucoup de trucs tout de suite. Par exemple, une fois, il m'a dit « oui, faut que tu fasses des vidéos, ça marche super bien, tu fais trop bien des vidéos, tu fais des courtes vidéos. Et t'en fais genre 30 pour demain. » Quand j'entends ce que Chris me dit, je peux pas m'empêcher de penser à ce que Maître Wolf disait à ce sujet. Si la prestation de l'agent, finalement, est ridicule par rapport à ce que fournit la créatrice de contenu, et si cette créatrice n'a signé ce contrat parce qu'elle était dans une gêne financière, dans ce cas-là, cette clause s'expose à être annulée. Il avait accès à mes mots de passe pour gérer mes réseaux, mais pas qu'il pouvait faire n'importe quoi avec. Il m'interdisait de gérer mon Twitter et il y publiait tout ce qu'il voulait, quand il voulait. Il avait fait une vidéo en mode « casse le ramadan de ton pote » en publiant une vidéo de moi avec mes fesses. Je suis passée vraiment pour une personne hyper irrespectueuse, donc ça m'a fait vraiment peur, quoi, parce que tu mets les personnes en danger. Il me mettait en danger quand il faisait ça. Et lui, il était en mode c'est très bien de faire ça, et quand je publiais des trucs un peu plus naturels, un peu plus humoristiques, où je faisais tomber ma tasse de café pour rire, il me disait supprime, c'est dégueulasse, ça va dégoûter les mecs, enlève ça tout de suite, ça me dégoûte. Quand tu collabores avec une modèle, qui décide vraiment de son image? C'est elle? Ah, c'est elle. Ah mais là, pour moi, il n'y a pas de question, encore une fois, à se poser. Je n'ai aucun impact sur son image. Encore une fois, c'est son image. En amont, nous, on demande à la modèle ce qu'elle souhaite faire comme contenu. Et nous, en fait, on modifie le contrat à chaque fois. C'est-à-dire que si elle nous dit en premier, je veux faire que de la lingerie, ok, on mettra que de la lingerie. Mais si, par exemple, au fur et à mesure de la collaboration, elle nous dit je souhaite maintenant faire des jouets, ou que je vois qu'elle nous envoie des vidéos avec des jouets, eh ben, je ne les posterai pas tant que le contrat n'a pas été modifié pour être certaine que de notre côté comme de son côté, elle est protégée et que tout est OK. Sur Instagram, il y avait un faux compte de moi privé. Il faisait des tactiques, parfois même via message, où il se faisait passer pour moi pour escroquer des mecs sans même me le dire. Donc en touchant lui-même l'argent sur PayPal. Et il lui proposait de passer des nuits avec moi ou de tourner avec moi. Mais c'était faux, hein, c'était juste pour arnaquer de l'argent. Ok, bon, on va juste prendre un petit peu de recul, respirer et réfléchir à quelle infraction a été commise juste en faisant ça. Usurpation d'identité, abus de confiance, pornodivulgation, soustraction de données. La plupart des gens ne se rendent pas compte des limites de comportement qui, lorsqu'elles sont franchies, constituent une infraction pénale. À partir du 2e mois, donc c'était tous les jours des reproches, ça c'est pas assez bien, là tu bosses pas, tu fais des fautes de grammaire alors que le mec écrivait ça va avec S-A-V-A. Il me disait ça va pas, il faut que tu buzzes, et du coup je pleurais tous les jours, je dormais de moins en moins, je mangeais de moins en moins, et là je me dis mais attends c'est pas normal. Et quand je lui ai dit que je voulais arrêter et qu'il m'a dit non t'inquiète, là je me suis dit je suis dans la merde. Ah, il t'a dit non? Il m'a dit non t'inquiète. Est-ce que t'en as un petit peu parlé, mais t'as déjà entendu ou vu des modèles justement coincés dans des contrats abusifs? Oui, il y en a qui sont coincés dans le sens où des fois il y a du chantage. Par exemple, tu veux partir de mon agence, ok, mais j'ai tes photos, donc tu partiras pas. Mais tu te rends compte, je sais pas, Anastasia, ce que tu me racontes, c'est un peu lunaire. Ah non, mais oui, mais c'est lunaire. Par la suite, je me suis dit, mais en fait, il va pas me laisser partir. Et en plus, il a tous mes codes de tous mes réseaux,
de partout. Il m'a menacé en bas de chez moi, il a payé quelqu'un pour me menacer en bas de chez moi avec des photos. C'était des salles PUTE. T'as voulu me foutre dans la MERDE. Donc moi, ça me stressait. J'ai déménagé par la suite parce que le fait qu'il ait mon adresse, j'étais pas tranquille. Vu ce que tu viens de me raconter, est-ce qu'on peut dire qu'on est encore dans un cadre de partenariat légal, équitable entre une modèle et un agent? Non, là, on n'est plus du tout dans un partenariat légal et équitable. Pour moi, on est dans de l'abus total. Je me suis dit, en fait, c'est tous des escrocs. Ils font tous n'importe quoi. Il n'y a aucun mec légitime, aucune agence réelle. J'étais dans tout l'opposé extrême, on va dire, mais qui représente plus la réalité en soi. Quand j'entends l'histoire de Chris et quand je repense à ce qu'on m'enseigne dans les formations et les conseils illégaux qu'on me donne, des conseils qui vont jusqu'à expliquer comment utiliser l'image de ces filles sans qu'elles le sachent, comment créer une IA avec leur visage, comment leur faire incarner des personnages qu'elles n'ont jamais choisis. Prenez exemple sur ce compte. C'est fait en 2-2, il y a 0 moyen, mais le mec est très créatif et il fait des millions de vues avec de l'hybride. Le mec met 2-3 phrases de raciste et il a déjà tous les mecs de droite qui sont en chien dans les commentaires. Je me rends compte que l'image du bon manager, elle devient vraiment très difficile à cerner. Toutes ces arnaques, tous ces trucs qui se passent, est-ce que ça veut pas dire finalement que ce business-là de base, il est pas clean? Bah non, enfin, ce business est clean de base. L'OFM, c'est un business normal avec normalement, des managers normaux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bizarre de base. On collabore, le consentement avec les modèles, on signe un contrat, la modèle fait ce qui est indiqué dans le contrat, qu'elle a voulu, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Et c'est malheureusement à cause de ces histoires que on a une mauvaise image. Moi, ça me saoule parce que je me dis, au final, à cause de ces personnes, on est mal vu. Et ça m'inclut dedans. Et ça inclut d'autres managers excellents. J'ai envie de croire Anastasia quand elle dit qu'il existe de très bons managers et que ce business peut être clean. Mais ce sont pas ceux que j'ai croisés dans les formations. Ce sont pas eux qui enseignent. Ce sont pas eux qui parlent des bonnes pratiques. Ce sont pas non plus eux qui dénoncent les abus. Ceux que j'ai croisés, ce sont souvent ceux qui les créent, qui les enseignent et qui les normalisent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, OFM, ça veut plus dire manager. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça veut dire tout autre chose. Est-ce que tu es un proxénète? Non. Est-ce que c'est tout comme? Il y a des similitudes. Et j'ai fini par capter un truc très très important. Pour réussir dans ce business, il ne faut pas que tu aies un truc en particulier. Cette chose, c'est l'éthique. Autrement dit, avoir des valeurs. Pourquoi il ne faut pas avoir de valeurs pour être OFM? Honnêtement, c'est que les gens fermés d'esprit, ils vont te dire oui, l'OFM, les proxénètes 2.0, franchement, s'il vous plaît. Comment est-ce que toi tu te définirais? En soi, je dirais entrepreneuse. Il y a certains qui donnent une autre définition à l'OFM, c'est des Macs modernes, des proxénètes 2.0. Ouais. T'as entendu ces mots? Bah oui, j'ai tellement de commentaires de personnes sous mes vidéos qui me disent ça. C'est du proxénétisme pour toi? Ah mais pas du tout. Mais pas du tout. Encore une fois, on collabore avec des créatrices de contenu. Il n'y a aucun monde où il n'y a pas de consentement. Enfin, ça n'a pas lieu d'être. Les personnes ont toujours un problème avec le monde du X, le monde du porno, de se montrer, de montrer son corps. Et en plus, si c'est un de ces business qui est très controversé, qui en plus génère énormément d'argent, bah alors là, on a tout pour se faire détruire par les personnes. Pour toi, c'est du proxénétisme que certains managers font? À partir du moment où tu fais rentrer des femmes pour les exploiter, je mets entre guillemets, parce que quand tu viens utiliser l'image d'une autre personne et que tu la salis au maximum parce que tu sais que ça va te donner de l'argent, je pense qu'on peut appeler ça comme du proxénétisme, oui. Un proxénète, avant, il aurait fait quoi? Il aurait pris le passeport pour pas que la prostituée, elle s'en aille. Mais là, c'est exactement pareil. Du coup, il change les mots de passe, il change le RIB, comme ça, la modèle, elle reste. Donc oui, il y a quand même des formes qui se rapprochent. C'est pas du proxénétisme au niveau de la loi d'être manager OnlyFans, mais on peut pas tout le temps fonctionner avec la loi. On a aussi une morale, une éthique. J'ai des répercussions à vie avec ce mec. Comme c'est un domaine avec le corps, mon intimité, et que lui, il a des contenus de moi, aussi intimes qu'il soit, c'est quand même pas très très safe comme sentiment, quoi. Tu les as toute ta vie sur le dos, et en fait, toute ta vie, ils vont se venger parce que t'as arrêté de travailler avec eux et que t'as arrêté de leur ramener de l'argent. En fait, j'ai compris que si le mot proxénète existe dans le milieu de l'OFM, c'est pas à cause du métier, c'est à cause des dérives. Et c'est pour ça que le mot proxénète, il est utilisé.
Pas parce que ce sont des managers et des modèles ou que c'est du X, mais parce que certaines pratiques y ressemblent. Mais le vrai problème, je pense, d'OnlyFans et Mime, c'est pas en soi les modèles, c'est ce que font les hommes qui tiennent des agences. Ils se servent des modèles comme des pantins. Ils salissent l'image parce que la plupart des contenus qu'on voit qui sont vulgaires, qui sont vraiment salissants, c'est géré par des hommes. Hein. Donc il faut un cadre juridique et ça évitera bien des dérives aussi. L'OFM, c'est pas fait pour tout le monde. Je reste consciente que ça reste un univers pas commun. Et il faut bien le garder et le prendre en compte. Justement, j'en parle et c'est vraiment ce qui fait la différence parce que pas grand monde en parle ouvertement comme ça sur les réseaux. Le plus gros impact sur moi, c'est que ça m'a vraiment cassé ma confiance en moi. J'ai commencé à avoir un syndrome post-traumatique ultra fort où j'ai beaucoup sombré. J'arrivais plus vraiment à me gérer quotidiennement. J'avais plus de rythme de vie, j'arrivais plus à bosser. J'étais totalement déréglée. Et c'était ça qui m'a vraiment fait du mal, quoi. Quand j'ai commencé cette enquête, je voulais comprendre comment devenir manageuse OnlyFans. J'ai suivi des formations, j'ai écouté des conseils, j'ai appris des méthodes qui étaient loin de tout ce que j'imaginais. J'ai appris qu'on pouvait mentir pour recruter, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, créer une confiance artificielle. J'ai appris que la manipulation faisait partie de la méthode. J'ai appris qu'on pouvait utiliser d'autres femmes en volant leur identité pour attirer des femmes, créer des faux profils, usurper des images et appeler ça une stratégie. J'ai découvert des marketplaces, des fiches, des numéros, des corps classés. J'ai appris que le consentement, c'était juste un concept, qu'on pouvait créer de la dépendance, rendre une relation difficile à quitter et appeler ça du management. J'ai rencontré plein de personnes avec qui j'ai pu discuter de ce business dans plein d'endroits différents. Et j'ai compris une chose, les bons managers existent, mais ce ne sont pas eux qui font le plus de bruit. Et tant qu'il existera un flou, tant qu'il n'y aura pas un vrai cadre juridique, les abus et les dérives continueront. Aujourd'hui, je me demande plus si ce business rapporte. Je me demande juste à quel prix. Passez à l'action pour tout ça et on se voit dans la prochaine leçon. Bon, cette histoire de devenir manageuse OnlyFans, ça restera qu'une enquête. Mais pour moi, l'aventure Tataki s'arrête ici. C'est juste que parfois, il arrive un moment où il faut savoir tourner une page, même quand elle a compté énormément. Il y a des gens ici qui me suivent depuis mes tout débuts, en 2017, et je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ça a compté pour moi. Alors je voulais juste profiter de ce moment pour vous dire merci pour la force, merci pour tout votre soutien, et surtout merci d'avoir été là durant tout ce temps. C'est pas la fin de mes aventures, promis. C'est juste la fin d'un chapitre et j'espère qu'on se reverra très vite. Ailleurs.